Je vais lire trois morceaux d'un livre autour de la peinture de Vermeer que je n'écrirai sans doute pas. La jeune femme s'est assoupie à la table, derrière le pichet et la coupe de fruits. On ne sait pas où est passé le reste du monde. C'est un moment de musique à trois. L'une chante en battant la mesure, l'autre est à l'épinette. Un homme est assis entre elles deux. Elle tient un verre de vin, il lui soutient la main, elle regarde vers nous, elle paraît un peu ivre. La pièce est encombrée, il la regarde jouer, elle est de dos à un clavecin. Son buste se reflète dans un miroir. Elle verse du lait dans une jatte en terre, le regarde couler. Elle ouvre ou ferme la fenêtre, de l'autre main tient une aiguière. Elle porte un turban jaune et bleu, une perle à l'oreille, elle pose sur nous un regard doux. Elle tient un luth d'une main, une lettre de l'autre, se retourne vers la servante qui lui sourit, la main sur la hanche. Elle lit une lettre, elle est absorbée dans sa lecture, elle est debout, la fenêtre est ouverte. Elle regarde avec un grand sourire le cavalier en habit rouge, assis en face d'elle, qui raconte. Elle pèse quelque chose, on ne voit pas ce qu'il y a sur la balance. Il est assis à sa table de travail, fait tourner un globe. Il tient un compas et relève la tête de sa grande feuille blanche. Elle accorde sa viole, regarde dehors, elle écoute. Elle a un petit visage rond, un grand front, quelque chose de fiévreux dans les yeux. Elle porte un drôle de chapeau rouge, plat et plumeux, elle nous regarde. Elle porte un chapeau rayé, triangulaire, elle est de face, son visage est presque un masque. Il est debout, elle est assise, il s'agit de déchiffrer un morceau de musique, elle est distraite. Elle jouait du luth, elle s'est interrompue, elle tient une lettre, sa servante la regarde. Elle pose pour le peintre dans un somptueux drapé bleu, elle est très jeune. Elle joue de la guitare, elle sourit, on voit le rythme en elle. Elle écrit à sa table, une autre femme debout derrière elle attend. La servante lui tend une lettre, elle est élégante, toute de jaune vêtue, elle appuie son menton sur ses doigts. Ses yeux sont baissés, elle est concentrée sur son ouvrage de dentelle. Elle joue de l'épinette et elle nous regarde assise. Elle joue de l'épinette debout et nous regarde. Son regard est posé sur une lettre qu'elle tient fermement entre ses mains. Elle est vêtue de bleu, tout est bleu autour d'elle. Elle se pâme, assise, près d'un calice, devant une effroyable crucifixion. C'est une ruelle, des femmes s'activent, 2 enfants jouent. Une ambiance de taverne, ils sont serrés autour d'elle, celui qui pose la main sur sa poitrine lui tend un écu de l'autre, ils boivent. La ville est vue depuis l'autre côté du canal, le ciel est immense, c'est Delft. Elle est de profil face à la fenêtre, mais c'est le miroir qu'elle contemple. Elle était en train d'écrire, elle a suspendu son geste, elle nous regarde. L'étudiante dit « J'ai appris la broderie car j'avais besoin de ralentir le temps. J'ai l'impression qu'on m'a mise dans un temps qui n'est pas le mien. C'est pourquoi j'aime pratiquer des activités répétitives. C'est comme une hypnose. Elle brode des figures d'animaux. Parfois, elle s'endort sur son ouvrage. La tête appuyée sur l'avant-bras, lui-même appuyé sur le coude, posée sur la table, couverte d'un gros tapis rouge en guise de nappe, qui fait des plis à l'avant.
Sa tête repose sur son avant-bras, ses paupières se sont alourdies puis abaissées, ses yeux se sont fermés. Elle est vêtue d'un corsage rouge, presque pourpre, dans une matière luisante à col blanc. La nappe, le tapis a aussi pour dominante ce rouge riche. Elle brodait des motifs d'animaux, des animaux qu'on voit rarement, lions, girafes, zèbres, des perroquets. Un verre à demi rempli est posé sur la table, elle a bu, le sommeil est devenu irrésistible. Cette lourdeur des paupières, une petite force tellement puissante, elle s'est endormie. Elle ne savait pas que les paupières pouvaient devenir aussi lourdes. Lourdes, on ne peut pas lutter. Il y a un pichet aussi sur la table. Peut-être qu'elle s'est resservie en vain. Il se pourrait qu'elle ronfle. Dans son sommeil, les animaux qu'elle brodait se mettent à cavaler en tous sens. Les doigts de sa main gauche effleurent le soyeux de la nappe. La broderie est tombée par terre. Elle sent, dans le sommeil, une chaleur l'envahir, une chaleur tropicale. Les animaux se sont mis à tourner. Quand elle a tiré sur la nappe, le verre est tombé. Les animaux se baignent. Il y a aussi une corbeille de fruits sur la table. Il ne fait aucun doute, dit une voix dans le rêve, que ce monde est complètement réel. Il a suffi de passer le seuil d'une de ces portes ouvertes à l'arrière-plan du tableau. C'est tout près, c'est presque pareil. Elle se redit la phrase dans le rêve. Plusieurs bêtes bizarres hochent la tête, répétant d'une voix grave « C'est tout près, c'est presque pareil ». Elles ont une drôle de façon éraillée de prononcer le « hey ». Le tapis nappe file vers l'avant. Si ça continue, tout va dégringoler. Il faudrait les retenir, ces animaux, les remettre dans la broderie. Le portable de l'étudiante se met à sonner. Ils font des films avec les restes d'autres films. Plus exactement avec la pellicule des bandes annonces de films qui datent d'avant le numérique. Ils travaillaient dans un cinéma. Chaque semaine, il y avait de nouvelles bandes annonces. Et comme ces bandes annonces, une fois qu'elles avaient annoncé, n'avaient plus de raison d'être, ils s'en servaient pour faire leurs films à eux. Ils faisaient subir à ces rouleaux de pellicule des traitements spéciaux. Ils les faisaient séjourner dans des poubelles. Ils les enterraient, les mettaient à tremper dans des liquides corrosifs, du coca, de la bière, de la sauce tomate. Ils les laissaient moisir dans des caves humides, les exposaient à la pluie. Ils avaient fabriqué toutes sortes de jus bizarres dans lesquels ils les faisaient macérer pour voir. Puis, ils retiraient les bobines de ces endroits offensifs et les montaient. Ils montaient des plans dévorés par une chimie aléatoire. Les couleurs se mélangeaient, les images avaient à moitié fondu. Il y avait des déchirures, des boursouflures, des brûlures. C'était comme un cinéma remonté des égouts, témoignant d'une époque révolue qui n'avait jamais existé. De temps à autre, une image était intacte. Un visage, un baiser, un cow-boy, une star qu'on reconnaissait fugacement, comme un miracle. Il paraît que ce n'est pas la pellicule qui s'altère, mais la gélatine qu'on met par-dessus, qui est faite avec de la poudre d'os animal. Il y avait de l'animal dans les films argentiques. Nous sommes assis par terre, dans une grande salle, il fait trop chaud, et eux, les cinéastes de ce drôle de cinéma, ils n'arrêtent pas de gesticuler, recollant tant bien que mal les morceaux de pellicule, réamorçant la bande sur leur projecteur. En même temps, ils nous parlent, comme des battleurs sur un marché. Ils portent des bonnets, des écharpes, des anoraks, des bottes, comme les gens qui vivent tout le temps dehors. Il y a une odeur aussi dans la salle, une odeur de poubelle, d'œufs pourris. Certains ne supportent pas et s'en vont. Ils assemblent par couleur, par motif, par thème, cela dépend, c'est au feeling. Chacun fait ce qui lui vient dans l'instant, de temps en temps ils se concertent. Nous regardons défiler au son vibrillonnant du projecteur, les images cahotantes, les photogrammes rongés, translucides, plus ou moins tachés, comme une suite de peintures abstraites avec parfois quelques mots d'un sous-titrage, une couleur vive qui saute à la figure. Le film a ralenti. Voici une séquence plus longue. C'est une servante dans une rue ancienne, portant un panier et achetant du poisson à un étal dehors, on dirait la Hollande.
Puis un peintre dans un atelier en tenue de peintre avec sa palette, son chevalet, comme si le film nous arrivait directement de l'époque où il peignait. Gros plan sur l'œil du modèle, qui est aussi la servante, qui est aussi l'actrice Scarlett Johansson. La jeune fille à la perle porte en direction du spectateur son éternel regard doux et mouillé, et puis ça lâche. Et les gars disent « on va s'arrêter là ». Bonsoir. Bonsoir. Alors là, ça va être... Allez-y, plus fort. Ça va être des mots. Des mots qui nous manquent en français. C'est même un dictionnaire des mots qui nous manquent. Pushuk. En Shona, au Zimbabwe, ça veut dire marcher avec une robe très courte. Minair, toujours en Shona, au Zimbabwe, c'est marcher en laissant ses hanches ondulées. C'est toujours en Shona, au Zimbabwe, c'est marcher nu. Berangangs, en indonésien, c'est marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. En mandarin, biao, c'est se glisser sous l'épaule de quelqu'un en profitant d'un passage trop étroit. Typos en grec ancien, c'est la trace d'un pas dans le sable. C'est aussi notre image qui brille dans les yeux de l'autre quand on le regarde de très près. C'est ce qui expliquait jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ le mystère de notre reflet dans un miroir. Oxtrelend en danois, c'est caresser des yeux. Ça, c'est de l'anglais. Et c'est laisser s'exprimer nos émotions dans nos yeux. Nagashime en japonais, c'est regarder furtivement quelqu'un, détourner le regard, puis revenir à lui pour être sûr qu'on a attiré son attention. Tiam en farsi, c'est l'éclat dans nos yeux quand quelqu'un nous plaît. C'est de l'espagnol et ça veut dire le coup de foudre, l'amour au premier regard. C'est de l'arabe et ça veut dire quand l'émotion fait mollir le cœur et les jambes et que l'on y cède. Cascamorto, c'est tomber mort d'amour en italien. C'est de l'arabe et ça veut dire une attraction irrésistible. C'est toujours de l'arabe et ça veut dire une attirance soudaine, violente et passionnée. C'est de l'anglais et c'est une attraction érotique pour les lèvres de quelqu'un. Hanaji en japonais, c'est le saignement du nez. C'est un signe d'excitation sexuelle chez l'homme. Au Japon, un grand nez annonce un grand pénis. Itaname, toujours au Japon, c'est un pénis tellement long qu'il polit le plancher. Ichikuro, toujours en japonais, c'est le meilleur des pénis, le numéro 1, l'unique en son genre. Kuromara, c'est le pénis expérimenté, on est toujours en japonais. Et toujours en japonais, Kintama, c'est les balles d'or, les couilles en or. Ormonella. Ça, c'est de l'italien et ça veut dire les hormones en folie, une envie irrépressible de faire l'amour. Ça, c'est de l'allemand et ça veut dire exciter quelqu'un jusqu'à ce qu'il perde la tête, qu'il soit sauvagement électrisé. Vedana, c'est en sanskrit en Inde, ressentir les attouchements divins,
Rata, c'est toujours du sanskrit en Inde, sentir le divin parfum. Nyctophilia. C'est de l'anglais, c'est l'amour de la nuit. Duotala. C'est le milieu de la nuit, et c'est un mandinka au Sénégal, un mandinka. Tokoyami. Tokoyami en japonais, c'est la nuit profonde. Snar. Snar, c'est de l'Afrikaans en Afrique du Sud, et c'est pendant la nuit. Ça, c'est du Wagiman, c'est en Australie. C'est la nouvelle lune, invisible dans le ciel. C'est du sanskrit en Inde, et ça veut dire les personnes excitées sexuellement lors des changements de lune. Nigerastia. C'est de l'anglais, quelqu'un qui ne fait l'amour que dans le noir. Séméquette. Séméquette, c'est du Touareg, c'est un être éclatant de blancheur. Desvelarse. Desvelarse en espagnol, c'est passer une nuit blanche. Pukak. Pukak, c'est la neige poudreuse qui ressemble à du sel. Et c'est de l'inouï. Salar. Salah, c'est de l'espagnol sud-américain. Et ça veut dire le désert de sel, un paysage lunaire, blanc et translucide, craquelé sous le soleil. Caatinga. Ça, c'est du tupi au Brésil. Et ça veut dire la forêt blanche qu'on trouve dans le désert. Shiofuki. Shiofuki en japonais, c'est souffler du sel. En fait, c'est l'éjaculation féminine. Humping. Humping, c'est de l'anglais, le mouvement d'un bassin qui ondule lorsqu'on essaye de se faire jouir sans l'aide des mains. Orbiting. Orbiting, c'est toujours de l'anglais, les mille et une façons de tourner autour du clitoris. Layering. Le plaisir d'avoir la peau caressée autour du vagin, c'est toujours de l'anglais. Hinting. Toujours de l'anglais, toucher, ne plus toucher, toucher encore, un point sensuel pour donner du plaisir. La délectation de l'intimité amoureuse, et c'est de l'arabe. Zapoi. Alors, zapoy. Zapoy, c'est du russe. C'est se saouler pendant des jours et des jours, se perdre dans l'oubli, partir n'importe où avec n'importe qui, et revenir en disant zapoy. Personne ne vous en voudra, ni votre famille, ni votre patron, parce qu'il est impossible que ça n'arrive pas au moins une fois dans une vie. Je suis Valpower, je fais de la musique et je suis contente d'avoir été invitée par la revue Cockpit. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, donc je suis un peu stressée. Je viens de sortir un album, donc je vais, alors, au lieu de chanter un des textes, je vais le lire et c'est très difficile parce que j'ai l'habitude de le chanter, donc du coup il va falloir que je le parle. Et après je vous propose de vous le faire écouter. Après ce sera un peu lofi parce que j'ai pas les bons câbles, donc je vais mettre sur mon téléphone avec le micro. Voilà. Donc c'est mon album qui s'appelle Le Succès et c'est une chanson qui s'appelle Mondovision. Voilà. Ok. Nous avions vu de si belles choses, des tableaux flamands couverts de neige, des prés baignés de lumière rose, un ciel couleur courage, des falaises blanches au bout de la mer, après la pluie, l'odeur de la terre. Puis comme dans une chanson de Mansé, t'as rien vu arriver. On n'a rien vu venir. On passait notre temps à dormir.
Dis-moi comment c'est arrivé. J'ai rien vu passer. On n'a rien vu venir. On s'écroule comme un empire. On était en train de danser. J'ai rien vu passer. Comme dans une chanson de Mansé, t'as rien vu arriver. Et t'es là, au bout de tes souvenirs, tu te demandes ce que je suis en train de te dire. Il y aura toujours une fille qui danse sur le tube de Donna Summer. Et moi, dans le silence, je la regarde et je me demande de quoi on a peur. De quoi on a peur? C'était perdu d'avance. Je vois tout en différé. On n'a rien vu venir. On vole quelques heures, mais il faut partir. On s'accroche encore au sourire. On avait pourtant des choses à se dire. On avait vu de si belles choses. On n'a rien vu venir. Des poèmes, des mots en prose. On n'a rien vu venir. On avait vu de si belles choses. Fallait pas me réveiller. Je voulais dormir. On avait vu de si belles choses. On s'accroche encore à des souvenirs. Dis-moi que tu t'en fous si tu l'oses. On n'a rien vu venir. On avait vu de si belles choses. On n'a rien vu venir. On avait vu de si belles choses. On n'a rien vu venir. Rien vu venir. Merci. Je vais faire maintenant. Nous avions vu de si belles choses, des tableaux flamands couverts de neige, des prés baignés de lumière rose, un ciel couleur courage, des falaises blanches au bout de la mer. Après la pluie, l'odeur de la terre. Puis comme dans une chanson de Mansé, t'as rien vu arriver. On n'a rien vu venir. On passait notre temps à dormir. Dis-moi comment c'est arrivé. J'ai rien vu passer. On n'a rien vu venir. On s'écroule comme un empire. On était en train de danser. J'ai rien vu passer. Comme dans une chanson de Mansé. T'as rien vu arriver. Et t'es là au bout de tes souvenirs. Tu te demandes ce que je suis en train de te dire. Il y aura toujours une fille qui danse sur le tube de Donna Summer. Et moi dans le silence, je la regarde et je me demande de quoi on a peur. De quoi on a peur. C'était perdu d'avance. Je vois tout en différé.
encore à des souvenirs. Dis-moi, tu t'en fous si tu l'oses. On n'a rien vu venir. On avait vu si belles choses. On n'a rien vu venir. On avait vu de si belles choses. On n'a rien vu venir. Rien vu venir. Donc je suis Guylaine Monnier, je vais vous lire 2 textes. Le premier texte s'appelle La Ronde en française dans la texte. Et c'est un texte qui figure dans la revue Dox en version réalité augmentée. Et je lirai un second texte qui sera accueilli dans la revue Poésie de Martin Ruff très bientôt. Donc c'est un extrait. Texte numéro 1. La réveille a sonné tôt cette matine. Il y a des journées comme celle-là. La petite Roberte, la rousse, face à la miroir, dans la reflet de sa langue, garde encore un espoir. Elle a ourlé les tissus, les lèvres et les yeux. De toutes les âges, de la masculine, elle est la cote rapportée. Elle n'a pour elle que sa E et sa A, invisible quand la plurielle efface. Elle est voyelle, sans lettre de noblesse, qu'on lui donne quelques autres, initiales ou terminales. Elle fallait être la main qui reçoit, la terre que la ciel féconde, la nuit pour ses mystères. La latine confia sa neutre à la masculine, mais pas la mère, la mère. Puis une aigle impériale renaît, ainsi toutes les arbres, elle lui reste les fruits. Toutes les jours masculines, les saisons et les couleurs. Singulièrement, l'anomale le squelette la reste. La cutie l'a déjà virée, alors que la négative erreur résiste. Ou bascule comme d'autres. La caprice dédaigne être féminine et de l'espace reste celle entre les mots. Guerre et paix, bien et mal, l'arbitraire est parfois moqueuse. La petite Roberte, la rousse, face à la miroir désespère, qu'elle s'habille comme chacune, qu'on ne la dépouille plus de sa E, qu'on la lui rende aussi. On la préfère parée de basse de soie, la latex ou la lingerie. Qu'elle se vêtisse comme on s'emballe, elle la peut bien. Dans la miroir, elle y a sa cornue qu'elle toilette, une aile nue vers cette autre aile nue, nécessairement, ton longue et superflue, d'ajout et de réduction, toujours pour gommer comme on t'a retiré ta E. Toute cette fausse attention à ta corps, pour que d'autres t'a déshabillé ensuite, t'a retiré ta A. La petite Roberte soupire, elle huilera les paupières, puis la cire chaude la dépouillera autrement. Mais on est toujours prête à la finale. Toute la monde la sait. Plus la langue
et maternelle, plus elle s'avale. Il s'agissait du changement du genre des mots qui a été décrété à quelques centaines d'années. Deuxième texte. Je pourrais écrire un programme. On écrit un programme comme on écrit un poème. Voici ce que je ferais. Il y aurait dans ce système quelque chose qui s'appellerait vent. J'aurais pu tout autant la nommer feuille. Il me faudrait faire des choix. Je pourrais déclarer vent comme un état modifié de l'air, composé, pression, température, masse. Je pourrais aussi dire vent pour un objet non déterminé par l'air. Dans ce monde sans air, l'objet vent finirait par s'y apparenter quand sa vitesse est stable, sauf que personne n'en saurait rien. Et pour son passage, il m'eût fallu celui du temps. Je déterminerai de principales caractéristiques de vent. Sans nécessité encore d'attribuer de valeur. L'attribut seul n'est pas épithète. Et voici vent, au départ donnée stable, aussitôt promesse de vent variable. Seulement voilà, pour que cette stabilité soit compromise, il aura fallu d'autres agents. Vent, étranger à soi, avec le vent, la multitude fait un seul souffle, comme un itinéraire pour s'offrir quelque part, un espace sur lequel prendre place. Ou le temps, avec le temps, tout ce qu'en disent les fleurs, ramassé là en rien, compris. Aussi devrais-je dès lors dire de toute chose à la fois objet, à la fois agence et selon, car toute chose varie suivant l'autre. Or, si le vent est son propre agent, c'est qu'il subit l'action du temps, c'est-à-dire qu'en principe, le temps rend impatient. Je creuserai pour dire cela des vallées et des gorges. Du Rhône, je ferai advenir le Mistral. Jour après jour, j'y engouffrerai ses répliques, avant de faire de même avec les pierres, les courants marins, l'ours du ciel ou les pins du bois. Mais il m'aura fallu dire vent de n'être pas visible. Or, tous s'y plieront. Sans y penser, j'aurais ainsi inféré que présence et visibilité d'une chose ne sont pas liées, qu'il peut donc exister des choses que l'on ne voit pas, le vent, comme d'autres agissantes, quoique absentes, le vent. Ainsi, s'il emportait au sol une volée de feuilles mortes, ce ne serait pas son affaire, ce serait l'affaire des feuilles. Chacun s'emparera de cette loi si elle peut servir de nouveau bouquet. Je créerai des objets radicaux, comme le feu. Et pour créer les couronnes, j'écrirai vers, puis j'écrirai tige. L'idée de tressage sera survenue la saison suivante, de la main parcourant la 3e paille. On dit que l'on manipule les données lorsqu'on attendait là un résultat. On termine chaque ligne de commande par un point-virgule. Fini, mais à suivre. Sans cela, elle ne s'exécute pas. Elle est confondue avec ce qui la suit. On parle aussi d'instruction, mais rien ne dit si la ligne apprend d'elle-même. Je ferai de seuls organes génitaux un objet. Étamine mâle chargée de pollen que renouvelle le pistil femelle.
On le voit ici, féminin et masculin seraient encore confondus. Puis, j'assignerai les fleurs aux champs et d'autres adventices. Quelques pétales pour ornement des organes génitaux. Et si cela ne suffit pas, au paraître trop immédiat, je donnerai un parfum différent à chacun. Pour ne pas perdre de vue que la diversité prend place dans l'unité. Peut-être, oublierai-je que le vent un jour a précédé ces objets, m'étonnant qu'il porte les parfums au-delà du pré prévu. Eh bien, malgré moi, j'offrais à ce monde que le désir précédait la beauté. Dans un système devenu essentiellement marchand, d'une manière ou d'une autre, je déclarerai que vent est gratuit. Je ne l'aurais pas dit ainsi car je n'aurais aucune idée encore de ce que chacun fera de cette description-là, ni du type de valeur qu'on en attendra. Je me contenterai d'affecter une valeur nulle à une variable coût. J'aurais simplement déclaré coût comme tel. Et comme le vent, s'il l'emportait au sol la volée de feuilles mortes, ce serait l'affaire des feuilles, ce que chacun fera de son coût le regardera. Je pourrais continuer d'inventer tout un tas d'objets, en définir leur nature puis leur relation à d'autres. De nature sensible, c'est-à-dire qui, comme la sensitive, replions nos folioles. Soit au physique, soit au moral, on dessine un objet, à force de donner. Merci. Une femme. Une femme. C'est beau, une femme. C'est beau, une femme. Une femme. Une femme. Une femme. C'est beau, une femme qui pleure. C'est beau, une femme en colère. C'est beau, une femme qui dort, abandonnée, offerte. Est-ce que c'est très 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 beau, une femme qui pleure de colère dans son sommeil? Oui. C'est laid, une femme qui fume. C'est laid, une femme qui jure. C'est laid, une femme qui boit. Est-ce qu'une femme qui fume en pleurant, ça passe? Oui. Mais si elle dit en plus.
sac à merde pourri, je te ferai bouffer tes dents de lâche par le cul. En fumant un cigare? Non. Le cigare annule tout. La beauté de la colère féminine et l'innocence des pleurs de la femme. Le cigare, c'est pour les ours. Je veux une âme parfaite. Je veux un corps parfait. C'est bien. La perfection est nécessaire aux femmes, tandis que le reste du monde fonctionne facilement avec du charme. C'est beau, une femme nue. Montrez-vous nue dès que la température le permet. Chaque fois que vous souhaitez faire bonne impression et charmer une assemblée. C'est beau, une femme soumise. Ça détend. Mais c'est plus agréable, c'est certain. Au visage symétrique. Car il est habité par le manque d'or, et l'or est cher, donc beau. Tout ce qui est beau est cher, c'est comme ça. Une femme au visage symétrique est belle et aura tendance à ressembler à beaucoup d'autres femmes au visage symétrique. Il existe environ 3 modèles de symétrie faciale dans le monde subocéanique caucasien. C'est peu, mais cette homologation de la beauté nous permet de l'uniformiser et ainsi de dégager du temps dépensé en tergiversations inutiles. Cette femme est-elle belle? Oui. Non. On mesure son visage et elle a sa réponse immédiatement. Elle peut repartir la tête haute, fière de sa beauté, peut-être se montrer nue pour être conviviale et sympathique, afin de célébrer cette bonne nouvelle. Si elle n'est pas belle, elle le sait également, et a la possibilité d'adapter son comportement en fonction. Se mettre en retrait davantage, pencher légèrement la tête en signe d'écoute,
se montrer nu comme manifestation de bonne volonté et sourire le plus souvent possible. Ça montre qu'elle est toujours de bonne humeur. En toutes circonstances, attention, en cas de décès d'un proche ou de prise d'otage, le sourire devrait être intérieur. Et se deviner dans les yeux ou les pommettes, par exemple. Montrer nue pour nuancer son sourire intérieur tout en détendant l'atmosphère de manière à faciliter la fluidité des rapports sociaux. C'est là une femme qui bloque un ancien ami sur sa messagerie ou les réseaux sociaux. Elle se laisse guider par la rancune, la rancœur, la peur. Ce sont des sentiments qui déséquilibrent la symétrie du visage, sans parler de celle de l'âme. C'est beau, une femme remplie d'abnégation et qui pardonne en toutes circonstances. Tout le monde n'a pas sa sagesse, ni sa grandeur d'âme. Elle l'a parfaitement compris et n'en fait pas un fromage ni des confitures. Elle pardonne et passe à autre chose et se tait. Une femme qui s'abaisse à faire des commentaires, désobligeants ou sarcastiques, dans le but de prendre en défaut un ancien ami ou partenaire, un collègue, un supérieur ou un agent assermenté. C'est beau, une femme qui danse, lascivement, car elle communie avec les êtres supérieurs grâce aux rotations de son utérus. Si elle est nue, c'est encore mieux, pour toutes les raisons suscitées. Elle peut sourire également tout en fermant les yeux et en dormant, offerte, abandonnée. Attention de ne pas se blesser. Beaucoup d'appelés, mais peu de femmes élues pour cette performance esthétique exceptionnelle. Quelques larmes, ensuite, seront également les bienvenus, de même que de furtifs sermons de poing, en signe de colère contenue.